Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Tout d'abord, merci de votre contribution, merci de votre participation dans les commentaires à la FAQ et n'hésitez pas à poser vos questions. Suivant le nombre de questions que j'aurai, eh bien peut-être qu'en effet une autre FAQ sera nécessaire parce que le problème c'est que vous avez vu la vidéo fait presque plus d'une heure et c'est toujours un petit peu problématique parce qu'au bout d'un moment, pour certaines personnes, c'est compliqué d'assimiler autant d'informations. C'est pour ça qu'en règle générale, il est toujours plus particulier et plus intéressant de faire des vidéos d'une demi-heure. J'essaye de m'efforcer de faire des vidéos d'une demi-heure, 40 minutes, en essayant de faire des sujets bien spécifiques. Mais c'est toujours compliqué et difficile d'aborder les sujets qui nécessitent beaucoup de... la preuve, c'est que dans vos commentaires, vous soulevez aussi des sujets, des détails que j'ai parfois omis dans mes explications, qui sont tout à fait aussi très intéressantes à prendre en considération. Mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt de YouTube et des réseaux sociaux en général, c'est que les gens amènent leurs propres convictions, leurs propres idées et leurs propres témoignages aussi, dont certains d'entre vous d'ailleurs ont fait leurs témoignages. Je voudrais revenir uniquement sur un aspect qui me semble essentiel, sur le fait des souverainistes, où en effet la problématique, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est que malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de leader finalement. Et l'un d'entre vous, je crois, a soumis l'idée qu'il faudrait peut-être justement peut-être essayer de trouver une solution pour mettre ensemble les souverainistes. Mais comme je l'ai expliqué, malheureusement c'est très compliqué parce que qui sont à la tête des partis souverainistes, si ce n'est des gens qui ont construit leur parti, qui ont monté leur propre parti. Donc c'est très difficile de leur demander du jour au lendemain d'essayer d'abandonner ou de laisser la place à un autre dans le cadre d'une coalition. C'est pas comme dans les partis traditionnels où c'est des partis qui ont été créés il y a très très longtemps et que voilà, il y a une multitude de personnalités, de personnages, mais force est de constater par exemple, à titre d'exemple, sans faire de militantisme là-dessus, ce qui a fait en partie, je dirais, la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a été élu, c'est parce qu'il a réussi à unifier son parti derrière lui et faire en sorte que même les dissidences soient mises à l'écart ou mises devant le fait accompli qu'aujourd'hui, si on veut reprendre le pouvoir, si on veut permettre à un leader de la droite de reprendre le pouvoir, eh bien il faut être tout le monde derrière, et c'est ça, c'est l'unité, c'est l'union qui fait la force. Et malheureusement, c'est vrai que chez les souverainistes, il n'y a pas de leader charismatique au point de peut-être faire admettre à tous ces leaders politiques de droite souverainistes, populistes, on peut dire, parce que malheureusement aujourd'hui, les frontières ont été un petit peu galvaudées par ceux qui veulent absolument mettre tout ce qui est nationaliste, nationaliste, populiste, souverainiste dans le même panier, c'est-à-dire le panier du totalitarisme, pour mettre le raccourci d'extrême droite. Et ça, malheureusement, je pense que dans les mois à venir, ça va y aller, mais à foison. Et force est de constater que malheureusement, il y a pour l'instant, dans le paysage politique français, aucune personnalité qui ressort, je dirais, dans le sens où on a peut-être la garantie, mais au moins l'irréfutabilité du fait que c'est quelqu'un qui est soutenu populairement. Et ça rejoint un petit peu le problème des Gilets jaunes, puisque dans les Gilets jaunes, il y a des personnalités qui ont ressorti. Or, elles ne font pas aujourd'hui l'unanimité. Je pense à Rodriguez, et je pense aujourd'hui aussi à cet avocat de Rouen, Bolo, je crois, malgré le fait que Bolo est un avocat et donc il a déjà l'éloquence, et en plus de ça, il est très précis et assez technique aussi. Mais là encore, c'est un personnage qu'on caricature un petit peu, pour justement éviter que les gens s'intéressent à lui, pour éventuellement lui donner une porte ouverte ou un tremplin à une possibilité de se lancer dans une carrière politique. Donc, le sujet est toujours ouvert finalement. Et malheureusement, il y a une volonté en effet de faire en sorte de noyer un petit peu le poisson
en ouvrant la porte, comme ça a été le cas en 2017, à une multitude de petits partis. Et d'ailleurs, je voir, je crois, une autre personnalité politique qui vient de s'inscrire pour être candidat au présidentiel. Donc vous voyez, on va se retrouver avec une multitude de candidats. Bon, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce qui va éliminer, c'est évidemment les 500 signatures, les 500 parrainages. Et là encore, dans les commentaires, on a abordé le sujet sur le fait qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué d'être maire, parce que entre les petits maires de petites communes qui, malheureusement, par opportunisme, parfois, se sont un petit peu encartés pour essayer de se faire élire, ou tout du moins avoir une logistique derrière eux pour les aider dans leur fonction de maire. Pour eux, ça va être très compliqué parce qu'on va rameuter évidemment l'ensemble des maires affiliés ou encartés à donner leur parrainage évidemment aux candidats officiels. Ce qui va être encore plus difficile pour les maires comment on appelle ça, sans parti. Enfin, ils ont des affiliations avec des partis, mais c'est des petits partis ou des partis locaux, etc. Eux, par contre, eux, ça va être une pression énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir un démarchage très agressif de la part des partis politiques pour leur demander de donner leur parrainage à tel ou tel candidat. D'ailleurs, il y a certains maires qui, en 2017, s'étaient plaints de cette capacité qu'ont certains partis politiques à essayer de faire de la pression, voire de l'intimidation. Alors, quand on en arrive à ce point-là, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, le paysage politique français est en lambeaux. Et comme l'un d'entre vous l'a très justement dit, c'est quand on voit les résultats des présidentielles, quand on voit finalement sur la proportion de gens qui sont à même et en droit de voter entre ceux qui sont inscrits et le résultat qu'a obtenu Emmanuel Macron, si on ramène ça à la proportion de gens qui ont la capacité, la possibilité et le statut de citoyen de pouvoir voter, ben finalement, Emmanuel Macron a été voté avec, je crois, 16%. Mais voilà, le système démocratique que nous avons laissé s'implanter, laissé s'installer, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est que même si 5 personnes sur les 65 millions ou 68 millions d'habitants votent, ça passe. Puisque même s'il y a 90%, 99% d'abstention, le système démocratique a quand même fonctionné. Donc c'est pour ça que je parle, et à un moment donné, j'ai fait un commentaire où je suis, moi, personnellement partisan, en réalité, de ne pas réfléchir à se dire qu'il faut peut-être telle modifier telle chose, etc. Non, je pense que le plus simple, c'est de refaire une constitution. Mais attention, refaire une constitution, ne pas reprendre la 5e, modifier quelques textes et faire la 6e. Non, c'est reprendre, tout mettre sur la table, garder l'essentiel de ce qui fonctionne, garder l'essentiel de ce qui fait l'essence même de la Constitution de la République française, et y apporter des modifications, y apporter de nouveaux textes pour cadrer et faire en sorte que le système démocratique fonctionne réellement. Alors attention, rien ne sera jamais parfait, mais au moins avoir des garanties que la représentation nationale soit véritablement une représentation nationale, et pas seulement des gens qui vous font des grands sourires, des belles paluches pour voter pour eux, et puis une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ou même au Sénat, c'est des fois un petit peu les doigts de pied en éventail, on fait un semblant de débat, mais quand on se retrouve tout d'un coup à devoir voter, à savoir si est-ce qu'on accorde une augmentation de 5% de rémunération des députés, alors là, tout le monde vote OK. Hein. Alors là, il n'y a pas de partisanisme, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, c'est l'entre-soi, c'est l'individualisme, c'est le consumérisme absolu qui rentre en ligne de compte. Et là, même des députés que vous croyez être des opposants qui sont pour la justice sociale, etc., tout d'un coup, eux aussi, ils disent oui, OK, pas de problème, ouais, petite augmentation. Je crois que la dernière fois, c'était une prorogation pour étendre le droit, parce que quand vous perdez votre siège de député, vous avez, je crois, encore 3 ou 6 mois où vous pouvez continuer à toucher votre indemnité de député. C'est-à-dire que c'est un peu comme les contrats de précarité, ou les primes de précarité, si vous voulez. Eh bien, ils ont étendu, je crois, à 18 mois, je crois. Ça, c'était à l'époque d'Hollande. J'avais vu passer ce truc-là. Rectifiez-moi si vous avez le texte entre les mains, et rectifiez-moi si je me trompe ou un truc comme ça, mais je crois que je crois me souvenir que c'était même Debré, à l'époque, qui était président de l'Assemblée nationale, qui avait fait cette proposition juste avant les élections. Alors je crois que c'est les élections où Hollande a gagné.
Mais voilà, à vérifier quand même. Et c'est pour ça que moi, je suis partisan de refonder une constitution. Cette constitution, on la propose évidemment au peuple. Le peuple sera souverain de décider si oui ou non il veut voir une nouvelle constitution dans la République. Dans cette constitution, moi, je propose que les citoyens votent législative, mais aussi sénatoriale, sur le modèle américain. Les Américains votent pour la Chambre des représentants et pour le Sénat. C'est même, je dirais à la limite, même le système américain est pas mal parce que je crois que au niveau des chambres des représentants et des sénateurs, il y a parfois d'autres élections où on renouvelle, je crois, un quart ou un tiers de la chambre, ce qui est pas mal parce que ça permet, pendant le mandat d'un président, de voir s'il a encore le soutien populaire ou si au contraire il y a un vote contestataire, un vote de sanction. Le terme, d'ailleurs, je vous l'avais mis en... Parce que je cherchais, des fois je cherche mes mots, je suis désolé. Et donc de ce fait, je pense qu'en France, c'est nécessaire aujourd'hui de rétablir une réelle participation du peuple dans le processus démocratique. Ce que depuis des années, même à l'époque, je dirais, De Gaulle, avec sa Ve République, avait fait une Ve République adaptée par rapport à son époque. Aujourd'hui, les choses ont évolué, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, la France n'est plus celle du général De Gaulle, n'est plus celle de l'époque d'après-guerre, n'est plus celle des années 60, n'est plus celle du plein emploi. Aujourd'hui, on est dans une France complètement différente, dans une France qui est soumise à l'ultralibéralisme, qui est soumise à la mondialisation, qui est soumise à la destruction par les mondialistes. Donc il faut renforcer cette constitution, il faut changer les choses, il faut faire réformer les choses de telle manière à éviter que des gens qui aujourd'hui sont bien installés dans les institutions, eh bien, soient les complices. Et puis finalement, légitime, je dirais presque l'existence de ce qu'on appelle l'État profond. Même si l'État profond en France est complètement différent de ce qu'on conçoit de l'État profond aux États-Unis. En France, on considère que l'État profond, c'est en fait les influences de la finance. Cette finance qui a été renforcée dans ses lobbying par la présence de Georges Pompidou à l'époque, puisque je rappelle, Georges Pompidou avait fait un petit peu la surprise à l'époque lorsqu'il a succédé au général de Gaulle, parce que c'est un mec qui vient de chez Rothschild. Quand même, déjà à l'époque. La fameuse loi du 3 janvier 73, je crois, 73, 78, je ne sais plus, rectifiez-moi, cette fameuse loi qui commence déjà à poser les bases du capitalisme, c'est-à-dire interdisant à la France d'emprunter à la Banque nationale à 0% d'intérêt, si ce n'est qu'elle avait le droit de le faire, je crois, une fois renouvelable sur un montant spécifique, mais qui a été carrément balayé en 92, suite après, évidemment, le vote de Maastricht, où là, ça a carrément interdit à l'État français d'emprunter à sa Banque nationale. Donc voilà, moi, c'est mon opinion. Mon opinion de réformer complètement le système de fond, s'inspirer évidemment de l'existant, en prendre les meilleures parties, les meilleures fonctions, les meilleurs éléments, mais de renforcer la démocratie au sein de la République, afin d'éviter les partisanismes, les monopoles et le fait que le système étatique, aujourd'hui, en grande partie, c'est voter des lois, c'est voter des décrets de telle manière à ce que lorsqu'on leur demande des comptes en tant que peuple, eh ben, limite, ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils font ce qu'ils veulent. Nous avons la légitimité. Vous avez voté pour un président qui a nommé un gouvernement. Le gouvernement, vous êtes et la représentation et la gestion du peuple. Donc nous, on agit dans l'intérêt du gouvernement, même si le gouvernement, finalement, crache sur le peuple. Je veux dire, comme un certain nombre de députés. Je veux dire, Cahuzac a craché sur la représentation nationale. Donc il a craché sur le peuple. Aujourd'hui, monsieur, il est tranquille, peinard, à faire le médecin dans un petit coin, voilà. Donc il y a une impunité, finalement. On a laissé faire, on a laissé donner une impunité à des gens dont leur responsabilité à gérer les intérêts du pays et les intérêts donc du peuple souverain du pays. Et donc, pour moi, je pense qu'on ne peut résoudre un certain nombre de problèmes que si on remodifie, si on remet une constitution qui, je le rappelle, serait donnée au référendum populaire. Et je dirais même dans cette constitution, y ajouter certains principes de telle manière à ce que aucune modification, aucune réforme de la constitution ne soit possible sans un référendum. Parce que
Vous savez, quand vous avez Macron là qui fait ses congrès avec le Parlement à Versailles, etc., c'est souvent parce qu'ils ont modifié la Constitution. Ou alors ils ont apporté un texte institutionnel important qui aurait dû normalement être soumis à l'approbation du peuple. Mais on le sait depuis 2007, l'avis du peuple, ils en ont rien à foutre. Non, 2005, pardon. Parce que c'était le référendum pour la Constitution européenne. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés en fait les pleins pouvoirs. Sous couvert, évidemment, du manteau de la démocratie, sous couvert du manteau de la République, égalité, fraternité, égalité, liberté, égalité, fraternité, etc. Mais derrière, ils font tout le contraire. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a fait en sorte de mettre en avant des gens qui sont des opportunistes, des ambitieux, des gens cupides. Faut être cupide pour vider les caisses de l'État avec des salaires, etc. On l'a vu récemment d'ailleurs, M. Luc Ferry, qui se plaignait parce que sa petite retraite ne lui permettait pas de payer les études de ses enfants, alors qu'il les a inscrits dans une grande école hôtelière et de restauration suisse. Le pauvre, il a des difficultés à payer cette école, qui est l'une des plus grandes écoles au monde. Ben, excuse-moi, mais quand tu envoies ton gamin dans une école telle que Harvard, Oxford, des trucs comme ça, il faut en avoir les moyens. Or, si tu viens pleurer sur un plateau de télé que tu n'as pas une retraite suffisante pour pouvoir payer les études de tes gamins, avec combien 4 000 ou 3 000 ou 4 000 euros de retraite. Et par contre, il fait attention, il rajoute quand même, oui, et plus les droits d'auteur sur plusieurs livres, etc. Là, par contre, il dit pas le montant, parce que finalement, là, ça pourrait changer évidemment la donne. Donc voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens qui vont essayer de séduire le peuple pour la présidentielle, on le sait d'avance, ce sont des baratineurs. On le sait d'avance que ce sont, alors je parle évidemment des grandes têtes d'affiche, ceux qu'on va voir dans tous les plateaux télé. Je parle pas des gens comme Asselineau, qui évidemment vont être relégués à des apparitions dans des journaux télévisés à 23h ou dans des émissions à 22h30. Le genre d'émissions qui en fait ne sont pas les émissions phares. C'est pas chez Ruquier par exemple qu'on verra Asselineau, je pense. Quoique Ruquier, je sais pas... à surveiller le gamin là, parce que le petit Havray là, parce que j'ai l'impression qu'il commence à se rendre compte que son petit milieu bobo culturel, etc., bien éduqué, bien pensant, ça commence à se fissurer de partout. J'ai l'impression qu'il commence à essayer de poser des jalons pour se dire, le jour où sa mère va dire, mais attendez, je suis d'accord avec vous, parce que vous voyez, telle et telle émission, j'ai quand même dit ça, j'étais contre ça, j'étais pas d'accord avec ça, etc. Il commence à changer son fusil d'épaule, lui. Donc voilà, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça va évoluer, mais pas dans le bon sens, parce que, évidemment, tout le monde va être dans la séduction, puis en plus essayer d'instrumentaliser énormément tous les aspects d'extrême droite, le moindre amicroche, etc. On va essayer de tout mettre sur le dos de l'extrême droite, du Rassemblement national, etc. Donc... Et puis en plus de ça, il y a certains débats. Alors, je vais vous parler d'un personnage qui est assez médiatique, mais je pense qu'il se démerde mal. Des fois, il est très approximatif. C'est Jean Messia. Alors Jean Messia, je le suivais un petit peu, parce que je trouvais qu'il avait une capacité de rentre dedans. C'est-à-dire qu'il ne se laissait pas faire. Et je trouve que c'est pas mal dans un débat, sans être Rassemblement national ou pro Jean Messia. Sauf que le problème, c'est que Jean Messia, il y a des moments où il est dans son idée, mais il ne se rend pas compte qu'en face de lui, il y a des gens qui eux aussi ont l'intérêt à essayer de jouer avec des contrariétés. Et il y a des fois, j'ai l'impression qu'il se perd un petit peu. Alors, il s'est dévié un petit peu sur des trucs, etc. Mais ce que je trouve dommage chez Jean Messia, c'est que malheureusement, il y a des fois, il est un petit peu approximatif, c'est-à-dire qu'il manque un petit peu d'argumentaire solide. Il manque un peu de factuel pour étayer son propos. Je ne dis pas qu'il a tort, mais je ne dis pas qu'il a raison non plus. C'est-à-dire qu'il a raison, je dirais, sur le fond. Mais en revanche, sur la forme, il y a des fois où ça dérape un petit peu. Alors voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc oui, je disais que malheureusement, nous allons certainement nous engager dans une voie où on va aller chercher, les sensibilités. Les sensibilités de ceux qui sont très humanistes, démocratie, etc. On va aller chercher les infantilisations.
parce que dans la société française aujourd'hui, on a des générations des années 90 et 2000 qui sont des gens infantilisés. Donc qui dit infantilisé dit hypersensible, un peu sur le modèle américain d'ailleurs, je veux dire, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on va créer des événements, on va créer des polémiques, on va aller chercher des détails sur des personnalités, on va faire tout ça monter un petit peu en mayonnaise pour aller chercher justement la sensibilité de ces gens-là, pour que ces gens-là se convainquent eux-mêmes que c'est pas bien, c'est mauvais, alors qu'en fait il n'y a rien. Et puis après vous avez les gens qui je dirais, se croient de gauche ou se croient de droite, mais qui en réalité, quand on a des débats avec eux, on se rend compte qu'ils sont plutôt dans un domaine religieux que dans un domaine idéologique. C'est-à-dire qu'ils croient que le parti qu'ils défendent ou les idées qu'ils défendent sont celles du bien contre celles du mal. Voilà, c'est très infantile, ça rejoint un petit peu l'infantilisation de l'autre groupe, mais c'est une version assez primitive, assez simpliste de la politique. Et finalement, le problème, c'est que derrière, eh bien, il y a un peuple, une partie du peuple, et je dirais presque la majorité du peuple, qui en réalité est consciente. Consciente à différents niveaux, c'est-à-dire, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui sont curieux, il y a des gens qui vont lire des documents, qui vont lire des livres, qui vont lire des programmes, qui vont comparer les choses, qui vont écouter les choses, qui vont avoir des acquis, qui vont avoir des expériences aussi personnelles pour se rendre compte que les discours politiques qui tiennent sont des discours généralistes, mais qui ne sont pas du tout compatibles avec les réalités de terrain. Et puis après, vous avez les autres qui peut-être par fainéantise ou par oisiveté ne s'en renseignent pas forcément, ils prennent parfois un certain nombre d'informations un peu trop simplistes pour aller chercher de la conviction, de l'idéologie. Donc voilà, je pense que ça c'est un petit peu, ça on reviendra, on en reparlera, etc. Donc je vous remercie encore de votre participation, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, la petite cloche, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.